Bienvenue à un nouvel épisode de Super Humain, la série spéciale d'une grande vie où je vous montre comment mettre en place des stratégies pratiques pour rendre votre système immunitaire à toute épreuve. Cette semaine, nous allons parler du lien entre immunité et compléments alimentaires ou tout ce qui est vitamines, minéraux, etc., etc. Bienvenue à ce nouvel épisode de Super Humain. Je suis le docteur Yannick Poli. Cette semaine, nous allons parler du rôle des vitamines et des minéraux et notamment de la supplémentation dans notre programme en fait, de prise en charge pour rendre votre système immunitaire à toute épreuve. Et donc, je vous propose d'entrer immédiatement dans le vif du sujet. Donc, la notion ici, dans notre manière d'aborder les choses, elle est la suivante. Tout d'abord, eh bien, on va en matière de nutriments, si vous voulez, ou de micronutriments, on va parler de fondamentaux. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont vraiment essentiels pour le bon fonctionnement de votre système immunitaire, c'est-à-dire pour la bonne régulation. Et puis ensuite, on va pouvoir utiliser un certain nombre d'autres substances naturelles qui vont avoir un impact beaucoup plus spécifique sur le système, c'est-à-dire que l'on peut venir stimuler différentes parties de votre système immunitaire en fonction des besoins. Vous allez voir quand on parlera du programme. C'est un programme qui est en phase, en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas une application pour toutes les circonstances. L'application que l'on va mettre en place, ça va dépendre de si vous avez été exposé, si vous avez développé l'infection, si votre système immunitaire s'emballe ou si vous êtes en phase de récupération. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment phasique comme ça. Et donc, en fonction des différentes phases, on aura différents éléments, différentes plantes ou nutriments que l'on va utiliser pour influencer la fonction de notre système immunitaire et pour l'épauler, si vous voulez, dans la phase où il est. Mais tout d'abord, commençons par ces fondamentaux. La vitamine D, la vitamine A, la vitamine C, le zinc, le sélénium, le magnésium et les oméga 3. Alors, bien évidemment, tous les autres micronutriments sont aussi importants, mais ça, ce sont vraiment les principaux. Et on va voir en fait ce lien ici, par exemple. C'est une étude, ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'elle a passé en revue 38 études sur la notion de près de 200 000 patients ici. Et en fait, c'était le lien entre la supplémentation en vitamine D et l'infection SARS-CoV-2, la sévérité et la mortalité. Et vous voyez que, en fait, au niveau lorsqu'on prend des personnes qui ne sont pas supplémentées, les personnes qui reçoivent une supplémentation en vitamine D ont un risque de développer une COVID-19 sévère qui est nettement réduit. Hein, le risque passe à 0,38. Donc ici, ça nous fait 62% de réduction de risque. Et en termes de mortalité, vous voyez qu'elle tombe à 0,35. Donc on parle ici de 65% de réduction du risque. Donc c'est énormissime. Donc on voit l'importance ici de cette vitamine D qui joue un rôle très, très important à différents niveaux de notre système immunitaire, notamment dans la modulation pour faire que le système immunitaire ne s'emballe pas. Un rôle très, très important, notamment dans la production des cellules T régulatrices et bien évidemment aussi un effet anti-inflammatoire. Donc très important ici. Une autre étude publiée en 2021 déjà qui montrait que si vous avez des taux dans le sang de 50 nanogrammes par millilitre, en sachant que la norme est à 30, donc on parle en dessus de la norme minimale, c'est bien pour tout ce qui est métabolisme osseux, mais si on veut avoir vraiment un impact sur la fonction immunitaire, il faut qu'on soit dans des taux entre 50 et 60. Et vous voyez que ils disent ici que le taux de mortalité est quasiment amené à zéro lorsque vous avez des taux de au moins 50 nanogrammes par millilitre, en sachant que la grande, grande, grande majorité de la population, elles sont de toute façon en dessous de la norme base de 30. Et il y a plusieurs études qui montrent en fait que plus votre taux de vitamine D a baissé, plus votre risque de faire des formes sévères, d'être hospitalisé, de décéder est élevé. Ça, c'est ce qui était dans mon livre. Vous voyez, dans une étude ici, les patients qui avaient reçu de la vitamine D, eh bien, seuls 2% avaient terminé en réanimation, contre le groupe placebo qui n'avait pas reçu de vitamine D, où 50% ont terminé en réanimation. Aucun mort dans le groupe supplémenté, alors qu'il y a eu 8% de morts dans le groupe placebo. Donc voilà, en résumé, si vous avez une carence en vitamine D, vous avez 50% plus de risque d'être infecté par le COVID. Vous avez le double du risque de faire une forme sévère nécessitant une hospitalisation. Vous avez 6 fois plus de risque d'être intubé et 15 fois plus de risque de mourir. Donc voilà l'importance de la vitamine D. Euh, une des choses que je voulais juste vous dire en passant ici, c'est intéressant, il montre que la supplémentation, elle fonctionne nettement mieux si on donne une dose chaque jour plutôt qu'une dose de charge, qui se fait souvent. Ça a du sens puisque, au point de vue naturel, ben, on est exposé au soleil et chaque jour, on produit un petit peu de vitamine D. Donc, vous n'avez pas un jour où vous avez une énorme exposition puis après plus rien pendant longtemps. Donc, supplémenter la vitamine D régulièrement tous les jours au lieu de prendre une dose de charge. Peut-être qu'il y a besoin d'une dose de charge pour remonter, mais ensuite garder cette consommation régulière. Okay? Ici, des études sur la vitamine A
en lien avec la résistance et la récupération de l'infection COVID. Les patients qui ont des taux plus bas de vitamine A dans le sang avaient tendance à faire des formes plus sévères de COVID-19. Et puis dans cette autre étude ici, les personnes qui étaient supplémentées en vitamine A avaient des symptômes cliniques moins élevés et puis un profil biologique amélioré par rapport au groupe de comparaison. Ensuite, on a plusieurs études qui ont été faites sur la vitamine C. En fait, une quinzaine d'études à l'époque, ici déjà, c'était en 2022. Je ne l'ai pas mis à jour ici, mais il y a eu 15 études sur près de 2000 patients qui montrent que la consommation de vitamine C diminue de manière significative le risque de COVID. On est à 0,54, donc ça coupe quasiment en deux votre mortalité COVID. Les personnes qui consommaient de la vitamine C avaient 0,63 fois moins de sévérité que ceux qui n'en consommaient pas. Les doses utilisées dans les études varient énormément de 1 gramme à 24 grammes par jour, donc difficile de savoir exactement quelle est la dose optimale, mais si vous partez sur la vitamine C en général, au moins 1 gramme et demi en plusieurs doses dans la journée. Ensuite, d'autres études ici, méta-analyse sur 1398 participants pour le lien entre le zinc et la mortalité COVID. Et vous voyez que les résultats montrent que le fait de prendre du zinc abaisse le risque à 0,57, donc ça réduit de 43% votre risque. Donc de nouveau, ici, on parle en termes isolés. Donc vous avez la moitié du risque avec la vitamine C, quasiment la moitié du risque avec le zinc. Même chose avec la vitamine D. Donc imaginez quand vous combinez ces différents éléments, la puissance que ça va donner à votre système immunitaire. Une autre étude ici sur le zinc, où les personnes qui étaient carencées en zinc, des hypozinkémies, avaient 2,4 fois plus de risque de développer un COVID. La carence en zinc est un facteur pronostic d'hospitalisation dans les 10 jours, 10 fois le risque. C'est-à-dire que si vous êtes carencé en zinc, vous avez 10 fois plus de risque d'être hospitalisé que si vous avez des bons taux. Enfin voilà, juste quelques autres études ici de nouveau. Carence en zinc, risque 5 fois plus élevé de développer des complications. Donc, ça fait beaucoup. Hein, quand on voit à quel point ça commence de se cumuler. Et quand vous avez excusez-moi, mais des ignares qui vous disent l'alimentation, la supplémentation, ça n'a rien à voir avec votre système immunitaire. Messieurs, excusez-moi, mais mettez-vous à jour de la littérature. Voilà. D'autres études ici sur le sélénium, l'importance. Le statut en sélénium était beaucoup plus élevé chez les personnes qui survivaient, qui ne mouraient pas, mettons-le comme ça, du COVID, que ceux qui sont décédés. Et puis là, des associations entre la quantité de sélénium consommé dans l'alimentation et le risque de mortalité dans différentes régions en Chine, en sachant que certaines régions, les gens consomment plus de sélénium, donc qui montrent aussi un lien ici. Le magnésium, ici aussi, vous voyez, risque abaissé pour ceux qui avaient la consommation la plus élevée de magnésium par rapport à ceux qui ont consommé le moins. Eh bien, un risque à 0,32, on parle ici de 68% de réduction du risque, ce qui est de nouveau énormissime. Donc, une fois de plus, des études en individuel en regardant juste un nutriment nous montrent des taux très souvent au-dessus de 50%, c'est-à-dire que ça diminue par 2 le risque. Donc, imaginez la puissance lorsque c'est combiné. Ici, une autre étude, une étude systématique, donc qui montre 12 études qui ont été faites sur le magnésium. Alors, ce qui est intéressant ici dedans, c'est que à la fois la carence, mais aussi l'excès en magnésium était problématique. Et puis, il y avait une étude qui montrait que les personnes qui sont carencées en magnésium avaient 2 fois plus de risque de mourir. Donc, ça correspondait à ce qu'on voyait là, où ça diminue de plus de 50% le risque de mortalité. Okay? Les oméga 3. Vous voyez ici le risque par rapport à ceux qui étaient dans les personnes qui étaient dans le quartile qui ont consommé le plus par rapport à ceux qui étaient dans le quartile. Donc, quartile, c'est-à-dire qu'on divise le groupe en 4. Bien, les personnes, le risque, ceux qui ont consommé le plus, c'était à 0,25. Donc, ça diminue de 75% le risque ici de mortalité COVID. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des études qui nous montrent le lien entre le ratio AA-EPA. C'est un ratio qui va nous donner une idée un petit peu de la puissance inflammatoire et de la capacité résoléomique de votre système, c'est-à-dire à lutter contre l'inflammation. Et vous voyez que pour les personnes qui ont un ratio en dessous de 15, 17% de mortalité. Pour les personnes qui ont un ratio en dessous de 15, 4% de mortalité. Donc, quand on parle de 4 fois le risque, et je peux vous dire qu'en dessous de 15, ce n'est pas encore optimal, puisque ce ratio, il devrait être entre 0,8 et 2,6 pour être optimal.
Donc, ça aurait été intéressant qu'on connaisse les statistiques pour les personnes qui étaient vraiment dans la zone de référence. Donc, voilà la puissance aussi des oméga 3. Ça, c'est juste un graphique qui vous montre à 2,5 grammes par jour. Hein, les personnes qui n'en prennent pas, si on a ce ratio AA-EPA, on voudrait voir par ici, bien, vous voyez qu'en l'espace de 4 semaines, on peut assez rapidement la baisser ici. Donc, très rapidement, on peut vous ramener dans un profil plus proche de ce qui est optimal. Idéalement, ici, nous, ce que l'on fait cliniquement, c'est qu'on fait faire une prise de sang, un profil des acides gras pour voir exactement où vous en êtes au niveau de ce qu'on appelle votre indice oméga 3 et votre ratio AA-EPA. Et puis ensuite, en fonction de vos différents paramètres métaboliques, de votre âge, de votre poids, de votre sexe, eh bien, on va pouvoir individualiser un dosage. C'est très important. Ensuite, eh bien, on a ces spécificités que l'on peut utiliser. On peut utiliser certains suppléments qui ont une fonction antivirale, donc dans un aspect un peu plus thérapeutique, par exemple la quercétine, le sureau, sambucus nigra, la lutéoline, le palmitoyl-éthanolamide, santé, PEA, les probiotiques et la vitamine K. Je ne vais pas en parler trop ici, on en reparlera quand on est à l'intérieur du programme sur les dosages, parce que comme je dis, ce n'est pas la même chose en fonction des phases. On va avoir des éléments qu'on va pouvoir utiliser pour soutenir les cellules natural killers, qui sont première ligne de défense antivirale, par exemple l'astragale, l'endographis et le champignon reishi. On en reparlera de nouveau. On peut donner aussi un soutien aux cellules TH1. Ces cellules TH1, c'est les cellules du système adaptatif, donc la deuxième ligne de défense, si vous voulez, du système immunitaire, mais qui vont soutenir la première ligne de défense. Donc, on a l'hydrase du Canada, la scutellaire chinoise, pardon, il y a une erreur ici, c'est scutellaire, la réglisse, et puis l'échinacée, dont vous avez très certainement déjà entendu parler. Et puis ensuite, ben, on va utiliser en fonction des phases aussi des anti-inflammatoires naturels. On reparlera du curcuma, du thé vert, du resveratrol, de la mélatonine, et puis du palméthyléthanolamide, PEA. Et ensuite, on va parler aussi de l'importance des antioxydants comme la N-acétylcystéine, le glutathion et le sélénium dont on a parlé ici dans les fondamentaux. Donc voilà un petit peu pour ces supplémentations. Donc les principes ici dedans, assurer les fondamentaux en tout temps. Et puis ensuite, en fonction des phases dans lesquelles vous vous trouvez, on en reparlera dans les prochaines vidéos lorsqu'on parle de notre programme, eh bien, on va utiliser les autres suppléments en fonction des circonstances dans le contexte clinique. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation ici. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Souvenez-vous, d'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.